Je dis à nous, jeudi 14 novembre, 11 jours après 13 novembre, et écoutez, fait un peu l'anniversaire, Ruth n'a pensé avant, et un peu le monde a fait hier. C'est Matin Caraïbe qui a continué, un Matin Caraïbe qui a une couleur très spéciale dans le moment ça, dans la mesure où nous allons recevoir un invité très spécial et bon. Il s'agit de Kémy Seba. Kémy Seba, notre frère est d'origine béninoise, qui est français. Et béninois, puisque j'ai une nationalité béninoise aussi. Justement. Donc Kémy Seba, et c'est avec plaisir qu'on vous reçoit. Et, je ne veux pas faire de chapeau autour de qui vous êtes. C'est pas nécessaire, je pense. Et donc la lutte que vous êtes en train de mener dans le monde, et surtout à Paris, en France. Non, donc, je suis plus en France depuis 10 ans. Voilà. Il y a peut-être une mise à jour à faire. Donc, je vous laisse. Je suis au Sénégal depuis j'étais au Sénégal pendant 8 ans environ, et ensuite au Bénin. Voilà. Et je suis partout en Afrique. Bienvenue à Matin Caraïbe, vous êtes sur Radio-Télévision Caraïbe. Bienvenue. Bonjour mon frère. Et d'abord, présentez-vous, parce que là, peut-être que je vais faire d'erreur. Bon, moi, je n'aime pas trop parler de moi, mais Google étant notre meilleur ami, tous ceux qui ont accès à Google sauront un peu qui je suis. Kémy Seba, président de l'ONG Urgence Panafricaniste. Je peux dire à mon public, par exemple, que vous vous appelez, et selon votre acte de naissance, Stelio Capo Chichi. Oui. Et Stelio étant un prénom italien, j'ai pris la traduction de Stelio dans la plus ancienne langue africaine qui en Médounétcher, qui donne donc Seba. Donc j'ai respecté... C'est l'étoile noire, Kémy Seba. Mes parents m'ont appelé Étoile, j'ai pas choisi de m'appeler Étoile, mais je trouvais qu'Étoile en italien n'était pas top, donc j'ai pris Étoile en Médounétcher et ça a donné Seba. Et Kémy, c'est noir, donc ça a donné le Stelio version africaine qui donne Kémy Seba. Voilà. Et moi, en tant que journaliste, je vous connais en tant que ethno-différentialiste. Non, ça vous êtes... Non, moi, je suis journaliste politique aussi. Je vous fais une petite réflexion puisque c'est filmé et que ça ne sera pas coupé. Je conseille à tous mes confrères journalistes de ne pas toujours s'appuyer sur Wikipédia, qui n'est vraiment pas une source très fiable et qui est très souvent orientée. Ethno-différentialiste, c'est un concept dans lequel je ne me reconnais pas. Je suis panafricaniste, point. Et je défends les droits de ma population, de nos populations, partout où elles sont dans le globe. C'est ce qui fait que un peu partout dans le monde, notre ONG est implantée, que nous nous déplaçons pour un certain nombre de missions, majoritairement en Afrique, on va dire 60% du temps en Afrique et 40% du temps dans la diaspora, dans les Caraïbes, dans les Amériques de manière générale, parce que notre peuple, à différents endroits du globe, souffre. Nous ne sommes pas des messies, nous ne sommes pas des milliardaires, mais avec les modestes ressources qui sont les nôtres, nous essayons d'apporter notre soutien politique, économique et social aux populations en état d'extrême précarité. Voilà. Vous avez été en Russie, c'est pratiquement pour la même chose, vous participiez dans des activités en Russie? Tout à fait, j'étais en Russie, comme il m'arrive d'aller à Cuba, comme il m'arrive d'aller dans différents endroits du monde, comme j'allais en Iran il y a quelques années quand mon ami, l'ancien président d'Iran, M. Ahmadinejad, était au pouvoir, qui est un grand anti-impérialiste. Et j'étais en Russie parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de migration des alliances géostratégiques. Bon nombre d'Africains sont en train de comprendre que l'oligarchie occidentale ne nous a rien apporté pendant un certain nombre d'années et qu'il est temps d'aller voir ailleurs s'il y a des partenaires qui peuvent être plus fiables. Mais je tiens toujours à préciser que les Russes ne seront jamais nos messies, d'accord ? Le seul messie de notre peuple, c'est notre peuple lui-même. C'est ce qui ne plaît pas à certains Russes quand je dis ça, mais il faut qu'ils sachent que nous ne sommes pas contrôlables et nous disons ce que nous pensons. Donc, ça dérange l'oligarchie occidentale que l'on puisse rencontrer les Russes, qu'on puisse rencontrer les Indiens, que l'on puisse rencontrer les Sud-Américains, etc. Et ce qui dérange nos adversaires est bon pour nous. Mais, je le redis, le seul messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Ok. Essayons d'aller un petit peu mollo. Mollo pour qui? Notre public puisse comprendre. Ok. Panafricanisme, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque Haïti est comme pays phare. Nous avons connu dans les années 50, 60 un mouvement et notre part de négritude. Et donc nous sommes partis de notre couleur de peau, de nos origines pour participer dans ce qu'on appelle le panafricanisme. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire panafricanisme? Je nuancerais en disant, quand vous dites, vous avez connu votre part de panégrisme qui a été une contribution. De toute façon, par essence, Haïti est la résistance dessalinienne et plus globalement la résistance de tous les leaders
hommes et femmes de l'indépendance et de l'autodétermination haïtienne sont un symbole du panafricanisme. Ça, il n'y a même pas de débat dessus. Par contre, là où je nuancerai un petit peu plus, c'est dans les histoires récentes où certains ont développé une sorte de panégrisme qui n'était pas forcément en harmonie avec la doctrine de ce que l'on appelle le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est l'idéologie de libération et de solidarité des populations africaines et afro-diasporiques visant à pousser nos populations à aller vers la voie de l'autodétermination et leur permettre d'imposer leur voix au concert des nations. Il se trouve que ça va au-delà d'une simple question de couleur. Quand vous allez en Afrique, vous allez voir des noirs extrêmement clairs, vous allez voir des noirs extrêmement foncés. Dans les Caraïbes, vous pouvez avoir des noirs extrêmement clairs, extrêmement foncés, peu importe. Ce n'est pas une question de teinte, ça va au-delà de la question de couleur. Ça va, comme le disait Kwame Nkrumah, on n'est pas africain parce qu'on est né en Afrique, mais on est africain parce que l'Afrique est née en nous-mêmes. Et il faut rappeler que cette doctrine politique dont nous nous revendiquons est née dans la diaspora en priorité. Donc la terre-mère a une dette envers la diaspora parce qu'une partie de notre peuple a été déportée, arrachée par le drame ultime du capitalisme qu'est l'esclavage, et dans les terres des Amériques, des Caraïbes, etc., cette doctrine a pris son essence parce que des gens issus de différentes tribus et ethnies se sont dit mais on a beau être de différentes tribus, de différentes ethnies, mais en réalité, face à notre adversaire commun, nous sommes un même peuple et ils ont compris l'unicité de notre peuple dans le cadre de l'adversité. Et donc le panafricanisme est à la base une doctrine diasporique qui a pris par la suite racine sur le continent africain et qui a donné des grands fruits que sont des Kwame Nkrumah, des Thomas Isidore Sankara, des Patrice Emery Lumumba, des Winnie Mandela, l'une des plus grandes héroïnes, peut-être ma favorite parmi tous ceux que je viens de citer. Et ce sont ces aînés, des gens comme le docteur Khalid Mohamed, qui était mon maître politique, et ce sont ces gens-là qui nous ont permis, quelque part, d'avancer politiquement. Apaiser certains esprits blancs ou certains esprits noirs conservateurs pour dire que vous n'êtes pas contre les blancs. Le mouvement panafricaniste n'est pas un mouvement monté contre les blancs. Ça, c'est, en 20 ans, c'est la première fois qu'on me sort cette phrase. Je vais vous rassurer en disant une chose, je ne chercherai à apaiser personne. Ça, c'est le premier point. Les gens qui aiment coller des étiquettes, c'est leur problème. Je ne peux pas être aimé par des Russes qui sont plus blancs que vos feuilles blanches ici et être un anti-blanc. Donc ceux qui veulent nous taxer d'anti-blancs sont des gens qui veulent accuser les entités que nous sommes d'avoir la rage pour éviter toutes sortes de débats. Mais malheureusement pour eux aujourd'hui, à l'heure de la prolifération de l'information, de la globalisation de l'information, les réseaux sociaux et les médias, parce que je suis quand même journaliste dans un certain nombre de grands médias en Afrique francophone, il est éditorialiste pour être plus précis, il est très compliqué pour les gens de faire croire que nous sommes des racistes, parce que quand je fais des meetings, même en Occident, il y a un certain nombre de blancs, des gens des gilets jaunes par exemple, et autres, qui viennent nous soutenir. C'est bien la preuve que nous ne sommes pas anti-blancs, que sais-je, mais je n'ai pas le temps. Et je trouve même que c'est la manque de pudeur de demander à des gens issus d'un peuple qui a connu une souffrance pluriséculaire, l'esclavage à domicile que l'on appelle la colonisation, ou l'esclavage à l'extérieur que l'on appelle donc la traite négrière en tant que telle, je pense que c'est très impudique de demander à ces derniers de rassurer l'homme blanc, de ne pas s'inquiéter que nous ne sommes pas racistes. Je m'en fous de ce regard. Et je m'en fous du regard des Noirs. C'est un racisme blanc et un racisme noir. Non. Le racisme est structurel et conjoncturel. Il est lié à une dynamique de pouvoir. Moi, j'ai jamais vu d'État noir où il y a une répression systémique vis-à-vis de populations blanches. C'est faux. D'accord ? Par contre, j'ai déjà vu des États majoritairement blancs où il y a une répression systémique vis-à-vis des Noirs. Maintenant, certains vont nous donner l'exemple de l'Afrique du Sud en disant que les fermiers blancs sont ostracisés. Non, il n'y a pas de question d'ostracisation, il y a une question de réappropriation des terres qui ont été volées par les ancêtres des blancs sud-africains qui n'avaient strictement rien à faire là, d'accord ? Et d'ailleurs, j'ai appris que la Russie a proposé à certains fermiers blancs, et Israël aussi, de se rapatrier pour donner leur expertise. Ben, j'encourage la Russie à tous les rapatrier et qu'ils laissent la plupart des terres qui appartenaient aux Africains de manière générale. Deux raisons motivent votre présence en Haïti, votre visite, puisque ça fait déjà 3 fois que vous êtes là. Et vous êtes là pour d'abord parler sur la situation haïtienne actuellement et aussi ce qui peut motiver. Je vais vous répondre en une phrase à cette double question en vous disant que la dynamique de notre ONG Urgence Panafricaniste, qui est une ONG qui s'est fait connaître en grande partie pour son combat pour la souveraineté
monétaire et politique de nos pays en Afrique francophone, et qui s'est fait aussi connaître pour la lutte contre l'esclavage des Noirs en Mauritanie, aujourd'hui est dans une logique d'avoir une orientation bicéphale, à la fois une action sociale et à la fois une action politique. Sociale, c'est-à-dire que dans les différents endroits où nous allons, en fonction des organisations sœurs avec lesquelles nous travaillons, nous essayons de mener un certain nombre d'actions visant par exemple à distribuer des kits sanitaires. Et je prends l'exemple de ce qui se passe à Haïti, où la crise historique que traverse Haïti aujourd'hui et qui fait le tour du monde malheureusement, fait en sorte que, quand on dit que le pays est bloqué, ce n'est pas l'oligarchie haïtienne qui est bloquée. Elle vit bien, elle a accès à ses médicaments, elle a accès à sa nourriture, elle a accès à ses hôtels 30 étoiles, etc. etc. Et voilà, c'est une façon de parler, vous m'avez bien compris, je suis très ironique. Et de l'autre côté, ceux qui souffrent le plus et qui se manifestent sont ceux dont les besoins vitaux sont généralement limités, parce que quand vous bloquez le pays dans une révolte légitime, qu'est-ce qu'il se passe? Quand vous n'accédez pas au véritable centre névralgique du pouvoir, eh bien c'est vos concitoyens que vous bloquez, d'accord? Et donc on arrive à une situation où bon nombre de militants dignes du mouvement, notamment des Petro-Challengers, se retrouvent dans des situations où parfois ils n'ont pas accès à certains médicaments parce que bon nombre de pharmacies ont fermé. Je ne dis pas que toutes ont fermé, mais bon nombre ont fermé. Il y a une crise sanitaire qui est réelle dans le pays aujourd'hui, d'accord? Et donc on va, avant notre départ, d'ici donc peu de jours, distribuer des médicaments, notre ONG Urgence panafricaniste, avec nos militants sur place et les structures sœurs, vis-à-vis des populations qui sont le plus dans le besoin à Haïti. Et c'est aussi un symbole, parce que généralement, pendant trop longtemps, on a vu toujours les Occidentaux venir apporter de l'aide aux pauvres petits noirs, entre guillemets, et ça participe au misérabilisme. Nous, notre démarche est de dire que nous sommes capables de nous entraider entre nous, d'accord? Parce que la situation des Africains du continent n'est pas différente de la situation des Africains de la diaspora. Je vais revenir sur la situation d'Haïti et sur la situation que vit Haïti actuellement. Pour parler de la question de solidarité entre Noirs, entre Africains. La parole sud. Bien sûr. Alors, panafricaniste, c'est ce vaste mouvement qui défend ou qui prône ce qu'on appelle l'indépendance ou la souveraineté des peuples africains. En quoi pensez-vous la crise que connaît Haïti n'est pas différente de celle que connaissent les pays africains, par exemple? Vous savez, quand on va analyser un élément présent, il est toujours nécessaire de se rapprocher de l'histoire. Parce que l'histoire est un miroir qui nous permet de comprendre les actualités que nous vivons actuellement. Il se trouve qu'on ne peut pas extraire Haïti de sa réalité historique. Haïti a été, à l'image de ce qui se passe sur une plantation, le premier esclave rebelle qui s'est dressé contre le maître, d'accord, qui a retourné le fouet contre le maître et qui a obtenu son indépendance. Et Haïti a donné donc une fierté à tous les esclaves noirs des Caraïbes ou du continent, parce que la colonisation est un esclavage à domicile, qui étaient justement dans cette démarche d'être ostracisés du giron de l'humanité. Et tout ce que connaît Haïti, depuis sa guerre d'indépendance, je dis tout sans exception, après on peut être dans l'analyse micro, dans l'analyse macro, peu importe, revient à une sorte de punition symbolique d'un pays qui a osé dire non, nous ne voulons pas de la dépendance. Et aujourd'hui, toutes les pesanteurs internationales, toutes les pesanteurs économiques, le système de corruption que nous vivons aujourd'hui, on dit toujours corruption, mais quand il y a corruption, c'est qu'il y a un corrupteur et un corrompu. On parle toujours des corrompus, mais pourquoi ne parlons-nous jamais du corrupteur? Eh bien, c'est cette question que moi je me pose, c'est dans cette réflexion que nous nous situons. Et donc, évidemment, la logique du panafricanisme va dans le sens de pouvoir... Parce que quand on parle de panafricanisme, on parle d'autodétermination des populations, on parle de souveraineté populaire, on parle de solidarité entre les différentes composantes du peuple. Et en ce sens-là, eh bien, la dialectique de ce courant idéologique peut permettre, à mon sens, d'apporter un regard. Je vous ai parlé tout à l'heure des actions sociales, ça va dans ce sens-là aussi, sur la nécessité, c'est l'adage de notre ONG, de se rappeler un proverbe qui dit que ce que les élites ne font pas pour le peuple doit le faire lui-même. Il est temps de comprendre à un moment donné qu'on est passé du XXe siècle au XXIe siècle. Auparavant, tout était concentré aux mains des élites. Aujourd'hui, les élites se délitent, c'est le moins que l'on puisse dire. Et ceux qui sont censés être les serviteurs du peuple sont des braqueurs du peuple. Même si aujourd'hui, j'ai entendu, selon certains discours, que certains présidents disent, je ne citerai pas le nom de ces présidents, qu'eux-mêmes combattent la corruption alors qu'ils sont le symbole de cette corruption. Et donc, je ne citerai pas de nom pour ne pas... Je dois suivre votre regard. Ah, vous êtes président? Non. Donc je pense que vous n'êtes pas forcément concerné, mais ceux qui doivent se reconnaître se reconnaîtront. C'est d'ailleurs un coup de génie politique. Il faut que le président en question, que je ne citerai pas, qui a dit, s'est levé et a parlé solennellement en disant que je combats la corruption, alors qu'il est
le symbole ultime actuel de cette corruption, il faut qu'il donne une augmentation salariale à son conseiller parce qu'en faisant ce coup de dribble-là, il a vraiment perturbé tout le monde. Est-ce qu'à l'auteur de vos propos, on peut sentir l'imposture chez les autorités? Mais vous savez, il y a un exemple palpable qui est en train de se passer là aujourd'hui. Il y a eu un coup d'État démocratique en Bolivie d'un président qui est 1 milliard de fois plus capable. 1 milliard de fois plus capable que certains dirigeants d'un certain pays de la République noire que je ne citerai pas. D'accord? Il est parti, il va revenir. Mais il a vu qu'il y avait une fronde, il a vu qu'il y avait une tentative de manipulation de la population. Il a été dans une logique de reculer pour par la suite pouvoir refluer. Il se sentit en danger. Oui, mais ce n'est pas la fuite comme les médias occidentaux qui veulent le criminaliser et le présenter comme un lâche. Ce n'est pas la fuite dont on parle, c'est un recul stratégique pour revenir. Eh bien, je ne peux pas comprendre que dans un pays où le président est 10 fois moins légitime en termes d'impact politique, ils ne comprennent pas, après des mois de blocage, des enfants ne vont pas à l'école depuis des mois, alors que l'école est un élément central pour former, j'ai envie de dire, la future génération. Les écoles sont bloquées. Certaines structures sont bloquées. Et le président dit, oui, je suis comme vous, au milieu de ce système de corruption. Mais qui a mis ce président-là? Si ce n'était pas déjà quelqu'un qui était un symbole de la corruption. La corruption ici se passe comme un ballon et passé sur un terrain entre différents joueurs de football. Et celui qui reçoit le ballon a dit, je combats comme vous, autres spectateurs. Mais non, tu as reçu le ballon d'un corrupteur et tu étais le coopté de ce corrupteur. Donc tu as corrompu aussi. Je sais que quand je dis ça, on m'a dit que si je parle... Tu n'as qu'à passer la balle. C'est ça, mais qu'il passe la balle à des gens, aux spectateurs qui vont lui montrer que peut-être on peut jouer d'une autre façon que la façon tragique avec laquelle il joue, qui fait marquer des buts contre son propre camp. Parce que c'est ça aussi la réalité. Donc je dis et je répète, en arrivant, certains m'ont dit qu'Emile ne parle pas trop des autorités parce que les gangs sont très présents ici et le taux d'assassinat, et le taux d'assassinat est élevé. Vous savez, on a tous connu la rue, ok, et à différents degrés. Et donc, je ne suis pas impressionné par ces prétendues menaces qui existent. Il y a un petit frère qui avait contribué à nous accueillir lors de notre dernier voyage, qui s'appelle Chedley Guiou, d'accord, à qui je passe des profondes salutations, qui reçoit de très grosses pressions depuis que apparemment il m'a fait venir en disant pourquoi tu as fait venir ce leader panafricaniste là, il a un discours qui n'est pas respectueux vis-à-vis des autorités, blablabla. J'adresse ma solidarité à ce dernier, tout comme j'adresse mon amour à ma maman Baïna Bello, qui est un symbole de la résistance, pas simplement haïtienne, mais africaine, qui est venue me voir il n'y a pas si longtemps à Cotonou. Donc je reviens, moi, même si elle n'est pas là actuellement, puisqu'elle est en tournée pour son dernier livre, que je vous encourage tous à lire, sur les heroes, sur les héroïnes de la résistance. Et une dernière, qui est ma petite sœur, pour laquelle j'ai une profonde affection, qui est Eudes, qui est actuellement aux États-Unis, si je ne m'abuse, qui est une grande résistance, qui est une amie depuis de nombreuses années, qui est une combattante et qui souffre de ce qui se passe vis-à-vis d'Haïti. Ok, essayons de voir la chose d'un point de vue monétaire et tel que notre économie s'est structurée, ça offre la pauvreté à volonté. C'est-à-dire que c'est une économie qui promeut les inégalités, les injustices sociales, et personne ne veut changer sa situation. Alors, je veux parler des gens qui sont détenteurs de l'économie, et aussi qui envoient des gens de la politique pour protéger cet acquis, que l'économie doit toujours être partagée par les nantis. À partir de ce moment, vous avez mené une lutte, je sais... que nous continuons à mener contre le franc CFA, bien sûr. Ici, un gouvernement qui accède au pouvoir à $1 pour 50-60 gourdes, aujourd'hui, ça donne 100 gourdes. Je ne sais pas si vous imaginez. Je comprends très bien. Qu'est-ce que ça fait comme dégâts, comme conséquences fâcheuses pour le peuple. Et la vie est chère, les gens n'ont pas accès à beaucoup de produits de première nécessité. Est-ce que vous essayez d'équivaler ou encore de comparer bon, vous savez, il y a toujours des paraboles. Votre lutte monétaire par rapport à la lutte ici, déjà, aussi une forme monétaire. Déjà, il faut qu'on sache une chose. Quand nous attaquons, quand je brûle le franc CFA, ce qui m'emmène en prison, ce qui m'emmène par la suite à être expulsé, même si
on va dire, la justice du peuple m'a donné raison, puisqu'aujourd'hui, ce débat est devenu un débat central. Et j'ai été acquitté après avoir brûlé ce billet. Je ne m'attaque pas simplement au franc CFA. Ça, c'est une analyse vraiment micro. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais moi, j'aime toujours... C'est très symbolique. Oui, mais justement, ce symbole-là... C'est la force de symbole. Le symbole, j'avais réfléchi très longuement avant, comme je l'explique dans mon dernier livre, L'Afrique libre ou la mort, c'était non pas simplement m'attaquer uniquement au franc CFA, mais de m'attaquer au néolibéralisme, au capitalisme, qui est un sida structurel. Dire cela ne fait pas de moi un marxiste, parce que je pense que depuis l'effondrement du mur de Berlin, le communisme aujourd'hui est rentré de plein pied dans ce qu'on va appeler le néolibéralisme sociétal. Le communisme est contre un néolibéralisme économique, certes, mais est dans un néolibéralisme sociétal. Je pourrais donner un nombre d'exemples à foison qui illustrent qu'ils ont intégré complètement le logiciel quelque part du marché sur le terrain de la société. Mais là, c'est un autre sujet. Et je dis donc qu'en m'attaquant au capitalisme et au néolibéralisme, l'objectif était de rappeler à notre peuple que la société de l'argent, que la loi du marché, que les marchands du temple, que les vendeurs du temple en tant que tels, que ne pouvaient être les détenteurs du pouvoir et de la force créatrice de nos populations. Thomas Sankara disait que l'impérialisme est dans nos assiettes, mais que la résistance à l'impérialisme se trouve dans nos sols. Comment peut-on expliquer que dans nos pays, qui ont été des pays exploités pendant l'esclavage ou pendant la colonisation, où on a poussé nos anciens à travailler à l'extérieur ou à domicile les terres, on nous dit aujourd'hui que ces terres que nos pays sont pauvres, alors que ces mêmes terres ont nourri et ont contribué à faire de l'Occident des nations riches. Ça veut dire que ces terres ne sont pas pauvres. Mais le problème, c'est qu'on a poussé les nôtres à regarder ailleurs. On vit d'exportation sur un certain nombre de terrains, mais on n'est pas capable d'être dans une logique de produire ou de travailler à partir de nos terres. Il n'y a pas un travail, comme l'explique l'honorable, le respectable aîné Pierre Rabhi, il n'y a pas un travail qui pousse la jeunesse à étudier la terre et à faire en sorte de pouvoir tirer un certain nombre de richesses de cette terre qui pourraient créer des subsistances pour la famille. Parce que la question de la pauvreté est une question de paradigme. Pauvreté selon qui? Pauvreté selon quoi? Pauvreté selon quels critères? Le problème, c'est que la population aujourd'hui est en train de mourir parce qu'elle pense que la richesse va venir des autorités et que la richesse des autorités doit venir de l'extérieur. Or, la richesse est en réalité sur nos sols. Haïti n'a pas été une terre à laquelle l'impérialisme français tenait autant si c'était une terre pauvre comme on veut le faire croire. Et si les États-Unis aujourd'hui et les ONG occidentales suroccupent, on dit que d'ailleurs Haïti est le deuxième pays, la propriété de Bill Clinton, c'est des informations que certaines personnes aiment dire parfois de manière provocatrice, si les Américains tiennent autant à Haïti, ce n'est pas parce qu'il y a Wycliffe Jean aux États-Unis, c'est un petit peu plus compliqué, c'est parce qu'en réalité, ce pays, stratégiquement, et sur le terrain des ressources minières, des ressources internes en tant que telles, est beaucoup plus important qu'on ne peut l'imaginer. Justement, parlons-en, parce que on en parle beaucoup des ressources qu'on veut extraire de nos terres et qu'il faut avoir des pions politiques qui puissent faciliter cette démarche, cette initiative. Donc, on n'a pas les appareils d'extraction. Comment est-ce que le peuple haïtien peut amener son combat sur le terrain de la défense de son territoire, de ses ressources enfouies dans la terre? Vous êtes en train de résumer l'essence de notre combat politique. C'est-à-dire que la première étape, c'est la contestation contre un état de fait. Tout le monde analyse à premier degré quelque chose qui est légitime, qui est juste. On vit dans une structure politique corrompue. Il y a eu une petite réforme constitutionnelle en Haïti il y a quelques années de cela, mais la réalité est que depuis le code napoléonien, on est dans un régime qui est vicié et qui a été très peu changé dans la forme et dans le fond. Si je me trompe, vous me le dites. Donc le changement de système passe par là. Le changement de système passe entre autres par là, mais il passe aussi par le changement d'analyse, de réflexion et de comportement de nos populations. Parce qu'on ne peut pas toujours dire que le problème c'est l'autre sans être capable de se regarder dans le miroir. Le président actuel, Jovenel, est un ex-citoyen qui a fait fortune aussi, qui a eu des marchés par un certain nombre d'accointances, peu importe, là n'est pas la question, mais qui, quand on voit son visage, on ne peut pas dire que c'est Belzébuth ou que c'est le diable incarné. Ceux qui disent ça n'ont pas forcément une analyse sérieuse. C'est un individu comme vous et moi. Qui est-ce qui nous dit que quand on s'attaque aux gouvernants qui sont là actuels, que ceux qui vont les remplacer d'ici quelques mois ou quelques années seront meilleurs? S'il n'y a pas un travail d'anticorruption vis-à-vis de nous-mêmes, un travail d'auto-correction et d'auto-amélioration, c'est un processus qui doit être mené par tout le monde. C'est ce que le docteur Khalid Mohamed, qui était le leader du Black Panther Party, nous enseignait aux militants de cette organisation, c'est que vous ne pouvez pas demander à changer les autres si vous n'êtes pas prêt à changer vous-même. Vous parlez aussi, vous avez un discours sur l'opposition politique en Haïti? Non, mais moi je dis très clairement que l'opposition politique aujourd'hui doit être capable, avant d'accéder au pouvoir, de faire ses preuves d'incorruptibilité.
parce que les choses sont un petit peu plus compliquées que de dire que le problème c'est toujours l'autre. Je parle de mon expérience en Afrique. Sur le terrain de la transparence. Mais il faut qu'il y ait une transparence pour tout le monde, pas simplement pour ceux qui sont au pouvoir. Je donne un exemple simple. Vous savez, Alpha Condé, je prends l'exemple de la Guinée, qui n'est pas un exemple éloigné en réalité, a été pendant très longtemps, lorsqu'il était dans l'opposition, un champion de la démocratie. Il se battait pour la démocratie, il se battait pour que le peuple de Guinée puisse avoir accès à sa voix au chapitre, ou du moins avoir voix au chapitre pour parler plus simplement. Une fois qu'il arrive au pouvoir, il est devenu l'un des pires autocrates de l'histoire de Guinée. Ça, c'est des faits. Et c'est le symbole de ce qui se passe en Afrique. Quand on est dans l'opposition, on est des champions. Opposition politique, je ne parle pas de la société civile, mais dès qu'on arrive maintenant au pouvoir, le pouvoir est tellement sucré. Ici, voilà. On dit l'homme aux abords du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir. Exactement. Pour cela, il va falloir une sorte de réforme constitutionnelle. Réforme constitutionnelle, oui, allez-y. Oui, bien sûr, c'est ça que je veux dire. Il faut retourner dans la Constitution pour... Mais il ne peut pas avoir de changement de système sans un changement de constitution. A fortiori, quand les changements de constitution dans ce pays ont été trop peu fréquents, à mon sens. Vous me dites si je me trompe. Donc, je donne un dernier exemple. Aujourd'hui, et ça date du code napoléonien, même s'il y a eu quelques petites modifications depuis, évidemment, quand un responsable politique veut attaquer quelqu'un ou le mettre en prison parce qu'il dérange, il y a ce que l'on appelle la condamnation préventive. On incarcère les gens sans... Vous me dites si je me trompe, vous savez, je me renseigne beaucoup sur Haïti, et je sais qu'aujourd'hui, quand il y a un opposant qui dérange un petit peu, il suffit qu'on paye, corruption, on y revient, on paye l'un des juges, et on le fait très rapidement agir de telle sorte que l'opposant est incarcéré sans qu'il y ait procès. L'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Eh bien ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'un code ancien qui n'a jamais été abrogé sur ce terrain-là, sur un certain nombre d'aspects. Donc on ne peut pas changer un système sans regarder la Constitution. A fortiori quand la Constitution matrice de ce système est la Constitution d'un système esclavagiste, parce que c'est ça la réalité. Mon frère, vous êtes africain, autant vous êtes français. Vous devez réclamer tous les privilèges de la France. Et aujourd'hui, la France est dans le camp d'un groupe et qu'on appelle le syndicat des empires coloniaux. Et le SEC, un syndicat des empires coloniaux, c'est-à-dire la France, poétique. Justement, continue sa menée esclavagiste, néocolonialiste. Tout à fait. Et c'est pour ça que je suis en prison, parce que je combats ça. Juste. Voilà. Et mon frère, je n'ai pas à demander votre solidarité, j'essaie d'avoir votre analyse sur ça. Voyez comment la France fait partie du corps groupe. On appelle corps groupe, je ne sais pas comment on appelle ce groupe, et dans les autres pays en Afrique, etc. Maintenant, la France, à un certain moment, parce qu'on a envoyé quelques pièces sur l'Institut français d'Haïti, demander à emprisonner des étudiants. Des étudiants qui réclament leurs droits légitimes. Ils ont faim, ils ont besoin d'une éducation. Les responsables ensuite ont démenti. Oui, mais quand même, on voit la France dans des menées, je dirais, contre-subversives ici. Quelle est votre position sur le corps groupe représenté par les Américains en tête, mais la France, ça traîne aussi sa position, ses initiatives derrière les Américains. Vous posez une question en ayant déjà la réponse si vous êtes un minimum renseigné sur le combat que je mène, parce que vous savez que je suis fiché S en France. Jusqu'à preuve du contraire, fiché S, c'est personnalité dangereuse pour les intérêts français. Ah bon? Donc c'est pour ça que c'est bien, en tant que journaliste, qu'on se renseigne toujours jusqu'au bout. Je vous provoque en ce moment. Mais je vous taquine. Je connais l'information. Je vous taquine. Je sais aussi qu'en France, il y a une menée de la police, de la justice, par rapport aux gens fichés. C'est-à-dire que des gens qu'on a dans les fichiers qui peuvent devenir des terroristes par ailleurs. Généralement, pour eux, être terroristes, tous ceux qui ne vont pas dans leur intérêt, même s'ils n'ont jamais posé de bombe. Mais juste pour donc finir la parenthèse, donc, la position de la France. La position de la France en Haïti n'est pas une position surprenante, c'est la position d'une nation impérialiste, d'accord. Et vous avez dit tout à l'heure quelque chose sur lequel vous permettez quand même que je rebondisse en disant parce que vous êtes né en France, donc vous êtes aussi comptable de ça. Vous savez, Moïse est né en Égypte, mais s'est battu contre Pharaon. Je ne suis pas chrétien, mais j'aime bien les paraboles de tous les contes de fées, quels qu'ils soient, ou des récits spirituels, voilà, où qu'elles soient. Eh bien, je ne suis pas Moïse, je ne suis pas un prophète, je ne suis qu'un petit nègre. Mais le petit nègre que je suis, d'ailleurs on pourrait se poser la question si Moïse a existé, s'il n'était pas noir, mais là c'est encore un autre débat. C'est un autre débat, je suis un grand taquin, mais une chose est certaine, je suis né en France et je ne le renierai jamais, comme mes frères Nicolas Anelka, comme mes frères Kylian Mbappé, comme mes frères... Les étoiles noires.
sais pas si ce sont des étoiles noires, en tout cas ce sont des gens qui se battent dans leur vie quotidienne de manière générale, et on ne va jamais renier le fait d'être afrodescendant, comme vous êtes né à Haïti, d'accord, qui a Haïti, donc c'est un état de fait, et cet état de fait ne nous empêche pas de lutter contre un système impérialiste qui asphyxie notre peuple. Et aujourd'hui, la politique de la France est une politique qui ne date pas d'aujourd'hui vis-à-vis d'Haïti. C'est-à-dire que Haïti est la nation noire qui lui a craché au visage la première. Et donc la démarche de répression systémique de l'oligarchie française contre Haïti est dans une continuité, c'est un continuum idéologique par rapport à un paradigme qui a été froissé au départ, lorsque ceux qui étaient les anciens esclaves ont dit à la France, désormais vous allez nous traiter d'égal à égal et on va vous faire déguerpir, ce qui s'est passé. Donc on ne va pas en vouloir à notre ennemi naturel, de vouloir attaquer. Et encore, moi j'en veux à ceux qui sont censés être nos protecteurs de nous attaquer aussi au lieu de nous défendre. Mais en France, il y a des gens dans la société civile française qui prennent position pour dire c'est ce que je vous ai dit. Cette donnée de la politique. Mais c'est ce que je vous ai dit. Après, moi, je ne suis pas un porte-parole de la France, comme vous l'avez compris. Donc, je ne vais pas non plus parler 10 ans dessus. Vous n'avez qu'à inviter Mélenchon, il vous en parlera. mais oui, clairement. Mais bien sûr qu'il y a des gens qui se battent contre la présence et la démarche néocoloniale française. Il y a le franc-maçon Jean-Luc Mélenchon. Oui. Voilà, il y a d'autres personnes qui en parlent. Moi, je me sens plus proche symboliquement des Gilets jaunes, même si je pense que c'est un mouvement prolétaire français qui doit être revendiqué par les Français de manière générale, d'accord, autochtones, disons les choses telles qu'elles sont. Moi, je suis un afrodescendant, panafricaniste, qui me bat pour ma patrie. Vous savez ce que veut dire patrie en latin? Étymologiquement, patrie, c'est la terre des pères. Eh bien, la terre des pères, c'est le Bénin, puisque mes parents sont nés au Bénin. Et donc, c'est cette patrie dont je me revendique. Je voudrais comprendre votre analyse sur un phénomène qui s'appelle les barricades en Haïti. Ça symbolise la bataille dure. Il y a une diversité de barricades et les gens veulent bloquer. Je les ai vus. Parce qu'on les a bloqués depuis longtemps. Qu'est-ce que vous pensez des barricades? Je les ai vus, les barricades, puisque à peine sorti de l'aéroport, j'ai vu un certain nombre d'additions de pneus sur les routes qui brûlaient, etc. Et encore, il y a une diversité. Il y en a qui construisent des murs, littéralement, sur les routes. Il y a une route qui est littéralement coupée en deux. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que ça doit continuer à être l'initiative du peuple? Moi, déjà, toute personne qui est prête à risquer sa vie pour obtenir sa liberté est une personne que je respecte parce que c'est ce que nous-mêmes nous faisons. Premier point. Donc la démarche de résistance de nos populations, elle est honorable. Elle est courageuse. Parce qu'ils sont au bout du rouleau, ils n'en peuvent plus de cette situation et ils veulent s'autodéterminer et se libérer. C'est quelque chose de légitime. Maintenant, d'un regard extérieur, de la part de quelqu'un qui mène ce combat politique depuis 20 ans, d'accord ? Aujourd'hui, ce que j'ai commencé en 1999, c'est Vous auriez pu être derrière les barricades? En tout cas, je pense que j'ai fait tellement de choses que les barricades n'auraient pas pu être un problème. Si j'étais né ici, je pense que j'aurais été derrière les barricades très clairement. Par contre, là où je peux avoir une réflexion, c'est quand on veut bloquer quelque chose, il faut qu'on bloque ceux qui nous oppressent. Il ne faut pas qu'on bloque. Oui, le peuple ne doit pas bloquer le peuple. Moi, c'est la seule réflexion qui n'est pas une critique, mais qui est une réflexion de fond qu'on doit avoir. On sait où se trouve le palais présidentiel, on sait où se trouve l'Assemblée nationale. Oui. Ces trucs-là ne sont pas bloqués. Et je peux vous assurer que l'oligarchie continue à manger son caviar exporté. Mais ceux qui sont bloqués sont ceux qui résistent contre l'oppresseur. Donc il y a un problème. La grande crainte de la population, une crainte pour l'avenir, c'est la situation des gangs en Haïti. Ouais. Est-ce que vous avez un message vis-à-vis de ces gens-là à qui on donne des armes longues, des armes courtes et parfois ils ne sont pas des révolutionnaires, ce sont des gens qui cherchent la vie, qui cherchent à détruire la vie pour avoir la vie. Je comprends, vous savez. Et le président même dit un jour dans son discours que ces gens-là qui ont une arme et qui essayent de braquer les populations, ils cherchent du travail. Est-ce une explication? Moi, je vais vous dire une chose. Déjà, je n'aime pas les qualificatifs TF1 ou France 24 sur les gangs, qui sont parfois très caricaturaux. Les gangs, ce sont des armées en puissance, potentiellement parlant. Ce sont des jeunes qui ont compris le sens de la guerre, qui ont compris l'art de la guerre et qui ont compris la nécessité de s'organiser. Le problème, c'est qu'ils sont organisés dans une mauvaise direction. Ils sont organisés dans une mauvaise orientation. Ils sont organisés et servent les intérêts de gens qui sont les oppresseurs du peuple. Mais c'est un petit peu comme l'armée en Afrique. Vous savez, l'armée en Afrique, on dit toujours que c'est le levier de transition.
du pouvoir qui peut passer d'un aspect dictatorial à un aspect démocratique. L'armée, par exemple, au Soudan, Omar el-Béchir, l'armée lui était fidèle, et le jour où l'armée a basculé du côté de la société civile, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas vraiment basculé du côté de la société civile. D'ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué que ça, ceux qui savent m'excusent de cet écart. Eh bien, Omar el-Béchir est tombé. Et c'est quelque chose que l'on voit partout, même dans les révolutions, dans les printemps arabes. Eh bien, l'armée, lorsqu'elle décide de passer du côté du peuple, la dictature tombe. Eh bien, l'armée en Haïti, ce sont les gangs. Et il faut que les gangs comprennent. C'est une extension de l'État ? Pour moi, c'est une extension de l'État, même si certains responsables politiques font croire qu'ils n'ont rien à voir avec eux, alors que c'est les gangs qui assurent leur sécurité et qui tuent leurs adversaires. Donc moi, je dis simplement qu'il faut que cette armée civile prenne ses responsabilités et comprenne que leur vrai ennemi, ce n'est pas le peuple ou ce n'est pas les ennemis de leur employeur. Leur vrai ennemi, ce sont leurs employeurs. Il faut réfléchir dessus. En effet. Alors, on va revenir, puisqu'on on va terminer, sur les motivations profondes de votre visite. Je pense que je l'ai dit, sans être dans la redite, je l'ai dit en introduction, c'est-à-dire que je viens pour une démarche bicéphale, la démarche sociale. Donc on va distribuer des kits sanitaires dans les jours qui arrivent. Je ne vais pas dire le jour, parce que si on commence à annoncer telle place, telle heure, on va être submergé par les gens. On n'a pas tous les moyens pour aider tout le monde. C'est surtout qu'on va être dépassé, parce que nous, on a une quantité de produits limitée et on ne peut pas aider tout le monde. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va contribuer à supporter une partie de la population selon nos modestes moyens. C'est un geste que nous faisons. C'est un geste que notre ONG a fait. C'est pas des Haïtiens. On peut aller vers les chiffres. Non, non, c'est indécent. Mais en tout cas, non, c'est indécent. Mais on a. Ce que donne la main droite, la main gauche ne peut. On a réuni une somme conséquente déjà pour venir. Pour le préciser, on n'a pas été invité par conséquente, même s'il y a certains Haïtiens qui nous soutiennent. Je ne dirais pas la zone non plus, sinon on va être submergé. Mais disons que ça sera à Port-au-Prince. On va apporter notre soutien à ceux que nous pouvons aider. D'accord ? Ça, c'est un premier aspect, parce que la crise a entraîné que certains n'aient pas accès à un certain nombre de médicaments, et il y a des maladies qui sont des maladies bénignes qui finissent par s'aggraver quand ceux qui n'ont pas accès aux médicaments ne peuvent pas, donc évidemment ne peuvent pas soigner, donc ne peuvent pas guérir. Donc on va essayer de faire ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan, on ne prétend pas avec ça changer la face du monde, mais c'est un acte symbolique qui rappelle que la solidarité, le panafricanisme, c'est aussi la solidarité, et ce n'est pas que des paroles. C'est pour ça que je suis venu d'extrêmement loin, d'accord ? Jusqu'ici, pour contribuer à aider nos semblables, parce que nous sommes, qu'on le veuille ou pas, un seul et même peuple. Juste que je termine, si vous permettez. Et donc le deuxième aspect, c'est pousser, soutenir des militants de Petro Challenger qui nous ont sollicité depuis un certain nombre de temps, depuis notre dernière visite en réalité, en nous disant ne nous laissez pas tomber, le combat est compliqué. Aujourd'hui, les corrompus sont en train de faire croire qu'ils luttent contre la corruption, et le mouvement est en train aujourd'hui d'être complètement dézingué, et certains nous ont appelés pour que nous puissions les soutenir. Donc on est venu ici pour des réunions stratégiques et pour des échanges avec ces derniers. Tout simplement. Pour leur apporter des armes. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui utilise les armes. Ma seule arme, c'est mon cerveau. Je parle de l'analyse. Voilà. Je pense que mon cerveau et ma bouche sont parfois plus efficaces que des Six Hours. Je suis moi aussi taquin. Mais j'adore les taquineries. Il n'y a pas de problème. Oui. Alors, certains vont vous dire, je vais terminer, que en même temps, les Américains qui nous ont mis dans cet état, ils ont aussi un bateau sur la rade. Et ils nous ont apporté un petit quelque chose. Et c'est très bien. Sauf que eux vous ont mis dans cet état, nous, on ne vous a pas mis dans cet état. Donc le débat est clos. Nous, c'est Urgence panafricaniste. Nous, on risque notre vie pour notre combat politique. Nous, on va en prison. Moi qui vous parle, je suis allé 3 fois pour mon combat. Les autorités françaises m'ont mis 2 fois d'ailleurs, il faut le préciser, vos amis. Et de l'autre côté, j'ai été incarcéré aussi par le président, sur décision du président sénégalais, pour mon combat contre le franc CFA et contre le néocolonialisme français. Donc nous, on risque nos vies. C'est un fait. Et j'aurais pu faire beaucoup de choses. Je suis journaliste dans des chaînes qui payent très bien, sur certains points, en tout cas qui, moi, me payent très bien en Afrique. D'accord ? Je suis propriétaire d'un centre commercial de valorisation de la production africaine qui s'appelle le Centre Panaf, où on ne vend que des produits africains, parce que le but, j'en profite aussi pour glisser ça dedans, c'est pas toujours de s'opposer à l'impérialisme et au capitalisme de l'autre. Il faut qu'on soit aussi capable de promouvoir notre propre production. Parce que nos producteurs sont discriminés par les multinationales, et on est toujours là à dire, oui, il ne faut pas qu'on prenne, mais on n'a rien comme alternative. Eh bien, valorisons nos producteurs, consommons ce que nos producteurs créent, et c'est aussi comme ça que l'on aura un minimum d'estime et de dignité. La tournée en Haïti, comment ça va se terminer ?
Ça va se terminer. Qu'est-ce qui est prévu comme je vous ai déjà répondu en vous disant qu'il y a cette action sociale qui est effectuée, des réunions avec certains militants de Petro Challenger de manière générale et d'autres interviews qui sont faites, toujours dans le cadre de pouvoir encourager le mouvement Petro Challenger à ne pas baisser les bras et à réorienter le blocage du peuple vers le blocage des élites. Merci beaucoup, Kémy Séba. C'est justement notre frère qui est venu nous voir sur sa terre. Et justement, un jour, je me souviens qu'il a déclaré à Café Philo que Haïti devrait être cette terre où, comme on va à la Mecque. Malcolm X disait qu'il a été à la Mecque et ça a changé sa vie, et que c'était quelque part l'épicentre spirituel de sa vie. Moi, je pense que l'épicentre spirituel de ma vie, il est double. C'est le Bénin, évidemment, ma patrie, et Haïti, qui est l'extension de cette patrie. Voilà, merci. Et justement, Dessalines disait que chaque homme sur la terre qui se sent bousculé, dérangé, là où il est, il doit venir en Haïti et il sera un homme libre. En tout cas, je préciserai chaque homme noir. Merci infiniment. Piétiner votre terre. Merci infiniment. Voilà, merci Kémy. Merci à vous.